Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Petit Pilier, c'est l'heure du rugby, nous sommes lundi soir et nous allons décortiquer, analyser toute l'actualité du ballon ovale à Nouvelle-Aquitaine avec nos deux spécialistes ce soir, Dorian Malvezin, journaliste à la radio girondine ARL, entre autres, et bien d'autres médias encore. Bonsoir Dorian, merci d'être sur ce plateau. À vos côtés, Clément Carpentier, journaliste, à 20 minutes seulement, mais c'est déjà beaucoup, spécialiste entre autres du rugby. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Voici ce dont vous allez débattre dans ce Petit Pilier du 18 janvier, séance de rattrapage pour le top 14 ce week-end qui n'a pas souri à Bordeaux-Bègles et à Bayonne, beaucoup plus à la section paloise. Le top 14 qui enchaîne le week-end prochain, faute de Coupe d'Europe avec notamment un Racing UBB très alléchant. 40 ans après sa première sélection en équipe de France, c'était en 1981. Hommage et honneur ce soir à Serge Blanco, peut-être l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire du rugby français. Et nous évoquerons enfin des choses nettement moins souriantes avec ce rugby amateur et cette question, saison terminée ou pas, en raison bien évidemment de la pandémie de Covid-19. Messieurs, le championnat de France de top 14, pas de passe de 3 pour l'UBB consécutivement à domicile, accroché par Clermont. Vous étiez au match tous les deux ce week-end au Stade Chaman-Delmas. Dorian, on commence avec vous. Est-ce que l'UBB est émoussé ou était émoussé ce week-end ? L'UBB a raté le coche lors de cette rencontre. Elle aurait pu faire un 3 sur 3 après ses victoires face à Lyon et face à Toulon. Le moment clé peut-être du match où ça aurait pu basculer en faveur de l'UBB, c'était quand ils étaient en double supériorité numérique où Adrien Pellissier et Pessiliato ont écopé d'un carton jaune. Ils n'en ont pas profité. Au contraire, ils ont pris un essai. Après, ils ont fait beaucoup de fautes, pas techniques, mais plutôt tactiques, parce qu'on a vu qu'ils ont fait de mauvais choix. Ils ont voulu vite se débarrasser du ballon, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc c'était un match très fermé. Alors est-ce que c'était peut-être la physionomie du match de rentrer dans le top 6 de ces deux équipes? En tout cas, ça fait match nul. Un match nul, vu le match, logique peut-être pour les deux équipes. Logique également, c'est votre analyse, ce match nul, Clément ? Oui, logique, parce que les Clermontois méritaient de repartir avec le point de bonus défensif, voire le match nul, c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont réalisé plutôt un match correct, que ce soit dans l'envie. Et du côté des Bordelais, malheureusement, oui, on les a sentis un peu émoussés, ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisque ces dernières semaines, on les avait sentis de mieux en mieux physiquement, et eux-mêmes le disaient, que physiquement, ils commençaient à marquer leurs adversaires. Et là, sur ce match, bon, c'était Clermont, il faut le rappeler, en face, une équipe qui est très physique en plus là-dessus. Mais c'est vrai que le match ne s'est pas déroulé comme prévu ou comme on pouvait le penser, et c'est un petit coup d'arrêt parce que évidemment maintenant il va y avoir, on va en parler, deux déplacements derrière et il faudra rattraper ces points perdus à domicile à un moment donné aussi. L'occasion ratée à la maison ? Oui. Prendre un peu d'air au classement ? Oui, l'occasion ratée de prendre les 4 points qui leur tendaient les bras. Après, ils ont marqué aussi 2 essais, l'UBB, mais 2 essais refusés. C'est vrai que ça a chauffé un peu en fin de match aussi. Aussi en fin de match, entre l'adjoint de Franck Azéa et Christophe Furios. Signe de l'attention qui allait autour de ce match. Oui, depuis le début. Mais même la veille du match, on ressentait les joueurs, même Christophe Furios, très tendus, très concentrés sur cette rencontre. Et ça s'est montré sur la rencontre. Alors, l'UBB accroché à la maison face à Clermont qui perd un peu de terrain dans la qualification pour le top 6, on va reparler. Autre match en retard qui était important dans le bas du tableau cette fois-ci, entre Bayonne et Pau, et la victoire d'un petit point, 23-22, de la section Agent Daugé, mais victoire tout à fait logique de Pau. Oui, et très bonne opération, surtout au classement pour les Palois qui étaient quand même pas très bien en ce moment, qui ont déjà perdu de nombreux matchs à domicile, qui étaient vraiment pas dans un bon moment, qui ont changé de manager aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, là pour eux, c'est une vraie victoire de référence chez le voisin, un concurrent direct aussi au maintien. Donc ça aussi c'est important parce que c'est des matchs qui valent double, on peut le dire. Donc oui, grosse victoire, même si elle est que d'un point, c'est important. Et en effet, sur la fin de rencontre, on peut dire qu'ils ont profité du fait que l'Aviron était arrêté depuis très longtemps et forcément a eu du mal à tenir le rythme jusqu'à la 80e minute de jeu. Depuis le 5 décembre, l'Aviron Bayonne n'avait pas joué. Victoire logique de la section, donc, disait Clément. Dorian, Bayonne qui est 12e, mais avec 2 matchs de retard, toujours. Pas encore de quoi s'affoler à Bayonne. Non, pas de quoi s'affoler, mais par rapport où on comparait beaucoup Bayonne et Castres, parce que Castres aussi s'était arrêté 1 mois à cause de la Covid, ils avaient pris une fessée face à La Rochelle, là ils ont bien résisté quand même, Bayonne, ils perdent que d'1 point, donc c'est une bonne opération, même si c'est à domicile, ils récupèrent le bonus défensif, et côté palois, c'est la continuité de leur match, de leur belle prestation face à Clermont tout de même. C'est compliqué de lire parfaitement ce bas de tableau avec ces matchs en retard, là.
C'est compliqué. Hein, de se retrouver quand même. Tableau, Oui, milieu au de tableau, partout. on a l'impression que c'est très compliqué. Là, par exemple, l'UBB rentre dans le top 6, mais finalement, ils ont un match de plus que les deux qui sont derrière. Bref, dans le bas de tableau, c'est à peu près la même chose. Les matchs à rattraper, c'est compliqué à savoir. En plus, il y a le côté extérieur, domicile. On voit des équipes dans le classement, ça c'est aussi très particulier, qui vont faire 4 déplacements d'affilée, pendant que de l'autre, il y en a 3 qui font 3 réceptions de leur côté. Donc, c'est un peu compliqué à suivre. Et on se demande d'ailleurs si à un moment donné, ça va s'égaliser, on va dire ça comme ça, avant la fin du championnat, quoi, parce que c'est vrai que c'est repoussé. Puis là, il faut donner une donnée importante, c'est quand même des joueurs qui n'ont pas joué pendant un match pendant un mois ou un mois et demi, c'est énorme très... au niveau professionnel. Donc, et qui ont complètement arrêté, pardonnez-moi, qui ont complètement arrêté à cause de l'épidémie. Donc déjà qu'ils s'en sortent avec le bonus défensif, qu'ils fassent un match correct, qu'il n'y ait pas de graves blessures, parce qu'on peut aussi tomber sur ce genre de choses quand on est arrêté longtemps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Aviron bayonnais, même si une défaite à domicile n'est jamais une bonne opération dans la course au maintien. Et avec ce stade ce week-end, il y avait 4 matchs en retard et aucune équipe ne s'est imposée à domicile, que ce soit Bordeaux-Bègles face à Clermont, que ce soit Bayonne face à Pau, ou Montpellier face à Castres et le Racing face à Toulon. Pas forcément anecdotique, les matchs à huis clos peut-être aussi, l'absence de public et un problème de rythme peut-être, qui sait. À garder justement le rythme, on enchaîne avec le deuxième thème de ce débat de ce soir, messieurs, parce que le top 14 va continuer ce week-end, alors je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de la suspension de la Coupe d'Europe. On va reparler après des matchs de l'UBB. Mais d'abord, La Rochelle. Arrêtons-nous sur La Rochelle qui reçoit Bayonne vendredi soir. La Rochelle, eux aussi qui ont été victimes de la Covid-19, qui ont repris l'entraînement collectif ce samedi. Nous sommes lundi, en début de semaine. A priori, ils devraient jouer contre Bayonne vendredi soir. Dans quel état ? Dans un état peut-être fatigué, mais aussi bien reposé parce qu'ils ne se sont pas entraînés. Peut-être qu'ils vont perdre du rythme. En tout cas, on a reçu les communiqués de presse de la part du Stade Rochelais disant que le match est bien maintenu, qu'ils ont bien repris. Il y a juste du côté Espoir où c'est encore suspendu parce qu'il y a toujours un cas de Covid chez les Espoirs Rochelais. Donc à voir, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu ce temps comme a eu Bayonne ou Castres d'un mois de suspension. C'est 2 semaines quand même. Mais 2 semaines, on peut vite perdre le rythme, surtout que La Rochelle joue les têtes d'affiche et que derrière, il y a Toulouse et le Racing qui accélèrent le mouvement, le wagon. Donc on va voir si La Rochelle va pouvoir suivre cette cadence. Confiance à La Rochelle sur ce match contre Bayonne, Clément, malgré l'interruption de 15 jours. Oui, parce que finalement, une interruption de 15 jours, c'est peut-être vécu comme des mini-vacances par les joueurs et ça permet de reposer évidemment certains organismes. Bon, et là, ce n'était pas pour une bonne raison, faut quand même le souligner. Mais oui, après, c'est vraiment ce qui est problématique, c'est la coupure nette. Après, ils ont une semaine quand même d'entraînement. C'est des joueurs qui se sont entretenus chez eux, on peut le dire, pendant ces 15 jours. Donc, ça devrait aller de ce côté-là. Ils reçoivent en plus Bayonne. C'est pas comme s'ils allaient se déplacer au Racing, au Stade Toulousain. Donc, pour eux, c'est plutôt pas mal pour se remettre dans le rythme parce que je crois que justement derrière, ils vont enchaîner que des gros matchs. Donc, s'ils avaient dû s'arrêter vraiment pendant 3 semaines, 1 mois et là, enchaîner directement sur des grosses affiches, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc là, normalement, ça devrait aller. La Rochelle-Bayonne au programme ce week-end. Agen-Toulouse, en espérant pour les Agenais qu'ils évitent une 15e défaite en 15 journées. Gros déplacement pour l'UBB au Racing. La mauvaise nouvelle pour les Bordelais-Béglés, c'est que le Racing a perdu dimanche contre Toulon. Et a priori, on voit mal les Racingmen perdre 2 fois de rang à la maison. Oui, perdu bêtement en plus. Cette rencontre face à Toulon, pour ceux qui ont vu l'action de Vakatawa notamment, c'est un essai. C'est une action à Dorian Malvezin. Voilà. C'est mal joué du côté de Vakatawa, très bien joué de Gabin Villière qui a bien continué l'action, le Toulonnais. On va voir, vous avez dit il y a un instant que tous les matchs à l'extérieur, tout le monde a gagné. Donc peut-être que l'UBB va gagner face au Racing. Ils l'ont fait la saison dernière. 2 défaites de rang à la maison du Racing. Ça va être... Je sais pas, on y croit moyen ce lundi soir. Enfin, je sais pas. Non, on y croit moyen. Surtout vu la prestation qu'a fait l'UBB ce week-end, on se dit que s'ils font la même chose face au Racing, ce sera 45-10 à la fin du match. On n'espère pas. Mais l'année dernière, ils ont gagné à Paris la Défense Arena, l'UBB, donc on espère. Et puis il faut dire, il y aura Mathieu Jalibert qui sera présent, mais il y aura aussi Vakatawa, Teddy Thomas et toute la liste du 15 de France du côté du Racing. Du lourd pour l'UBB. Dans le bas de tableau, il y a un match important. Pau-Brive dans la lutte pour le maintien. La section paloise, vous en avez parlé. Clément, Brive. Qui n'a pas joué évidemment ce week-end, c'était des matchs en retard. Brive tout à fait capable de gagner à Pau. Oui, surtout dernièrement, ils ont fait plutôt des bons matchs. Ils sont revenus de l'enfer face à Montpellier, je crois, lors de la dernière rencontre. Donc, de toute façon, Brive, c'est toujours compliqué à jouer et pour le coup, ils sont plutôt dans une bonne phase. Mais pour la section paloise, là, c'est défaite interdite, tout simplement. Ils jouent encore à domicile. Imaginez s'ils perdent une nouvelle fois à domicile et en plus contre un concurrent direct au maintien au top 14, ce serait vraiment un gros coup dur. Donc, non, là, pour les Palois, je pense que c'est une des semaines peut-être les plus même importantes de leur saison à préparer pour aller gagner cette victoire qui
qui leur ferait beaucoup de bien au niveau comptable et puis aussi regagner à domicile parce qu'ils en ont perdu quand même un paquet depuis le début de la saison. Ouais, exactement. Donc, Section paloise, Brive, c'est ce week-end. Pour clôturer donc ce chapitre top 14, on en reparlera bien évidemment lundi prochain. Je voudrais qu'on enchaîne, messieurs, avec le troisième débat de ce soir. Séquence souvenir. Alors, ni l'un ni l'autre n'étiez né lorsqu'il a commencé à jouer en équipe de France. Il s'agit de Serge Blanco. Il y a tout juste 40 ans, il disputait le premier de ses 93 matchs avec les Bleus. C'était lors du tournoi des 5 nations à l'époque face à l'Écosse. Il avait 22 ans. C'est un véritable monument du rugby. Alors même si vous ne l'avez pas vu jouer quand vous étiez enfant, on en a entendu parler. Vous avez quand même un petit peu entendu parler. 6 fois vainqueur du tournoi, de Grand Chelem, finaliste de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est le plus grand joueur français de l'histoire ou l'un des plus grands? Alors on ne peut pas comparer, je sais, les 3 quarts aux avants, mais tout de même. C'est vrai que c'est compliqué même de comparer les arrières entre eux parce qu'il y a quand même du beau monde. On peut parler de Philippe Sella aussi, Christophe Dominici, il n'y a pas longtemps on en a parlé aussi. Mais c'est vrai que Serge Blanco, il y a aussi plein de choses qu'il a représentées dans le rugby, aussi à un moment donné où le rugby s'est vraiment beaucoup développé et implanté en France, professionnalisé aussi sur la fin de sa carrière. Et puis il représente aussi beaucoup de choses ce qui s'est passé derrière son après-carrière. Après, oui, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du 15 de France et de la France, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Qu'est-ce qui faisait sa force à Serge Blanco? Sa vitesse, bien évidemment, mais pas que. Son coup d'œil, tout ça. Sa vitesse, son coup d'œil, son caractère, il savait parler un peu avec ses coéquipiers, il avait l'âme d'un capitaine. Alors c'est vrai que je ne sais pas s'il a été capitaine pendant le 15 de France, Serge Blanco, mais voilà, il faisait partie des têtes d'affiche de ce 15 de France, des cadors de ce 15 de France. Après c'est vrai que moi je l'ai surtout connu en tant que président du Biarritz Olympique où il a fait du bien à ce club qui a redoré le blason du Biarritz Olympique. On l'a vu, plusieurs finales qui jouaient les têtes d'affiche du top 14. Il aimait ce club, le Biarritz Olympique, il a toujours un œil, même s'il n'est pas président aujourd'hui, il a toujours un œil, on le voit de temps en temps dans les tribunes d'Aguilera, donc il a fait du grand bien pour le 15 de France, mais aussi pour le rugby français en général. Alors il était président de la Ligue aussi, nationale de rugby, vice-président de la fédération. Aujourd'hui, il entraîne les jeunes au BO, catégorie des 15-16 ans. Les jeunes, évidemment... il faut sympa d'avoir comme entraîneur. Il faut un peu de culture rugby pour savoir qui il est, mais j'imagine que leurs parents leur rappellent à ces jeunes joueurs du BO d'avoir Serge Blanco comme coach. Qu'est-ce qu'il leur apporte d'après vous? C'est absolument génial quand même de l'avoir, non, comme entraîneur. Oui, ça doit être génial au niveau de la compréhension du jeu, surtout. Après, chacun a ses propres qualités. Lui, il en avait des qualités exceptionnelles qui lui ont permis de réaliser la carrière qu'il a fait. Je pense que les jeunes qu'il entraîne n'ont pas forcément toutes ces qualités, mais il leur transmet. Il doit leur raconter aussi plein de petites anecdotes parce qu'il doit aussi être questionné évidemment sur sa carrière. Moi je trouve ça hyper intéressant qu'une personne comme ça s'investisse, et dans le rugby il y en a quand même pas mal qui s'investissent justement en tant qu'entraîneur, qu'éducateur dans les clubs amateurs comme dans les clubs professionnels, ce qu'on voit peut-être pas forcément d'ailleurs dans d'autres sports comme le football. Là ils n'hésitent pas à aller dans des plus petits clubs, et ça doit être hyper agréable d'être entraîné par Serge Blanco. Et c'est vrai que depuis quelques années il a pris un peu de recul au niveau médiatique, parce qu'on en a beaucoup entendu après son après-carrière. Il a monté aussi tout son business et tout ça autour de lui. Donc oui, ça doit être hyper agréable, et je pense que lui aussi prend beaucoup de plaisir à transmettre et à avoir un peu de recul justement, un peu plus de repos, on va dire. Sympa d'être entraîné par Serge Blanco. Surtout pas mal, surtout quand on récupère le Biarritz Olympique quand même, parce que je pense qu'à Biarritz, ce nom, il résonne de partout. Je crois qu'il y a même une tribune à son nom. Comme on l'a dit tout à l'heure, il était président. Donc quand on est gamin à Biarritz, que ce soit papa, maman ou papy, mamie, on parle de Serge Blanco en premier. Donc quand le grand-père amène le petit-fils aussi, parce que les enfants entraînés par Serge Blanco, ça doit être incroyable, mais je pense que les parents ou les grands-parents doivent être autour de la pelouse, même en cette période de Covid, peut-être plus, qui regardent son petit-fils être entraîné par Serge Blanco quand même. Et on voulait saluer ici même ce soir donc le 40e anniversaire de la première sélection de Serge Blanco, monument du rugby français qui a fait l'essentiel de sa carrière à Biarritz, avec qui il n'a jamais été champion de France malgré une finale en 1992, mais il a gagné bien des trophées avec l'équipe de France. Et bonne suite et bonne continuation à Serge Blanco, bien évidemment. On va terminer cette émission par quelque chose de nettement moins souriant, on en parlait tout à l'heure, le rugby amateur de plus en plus inquiet quant à la reprise, ou en tout cas à la poursuite de la saison. Va-t-on vers une fin de saison pour le rugby amateur, messieurs, en sachant que le couvre-feu à 18h complique encore la situation? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus s'entraîner le soir, forcément. On pourrait poser cette question pour un paquet de sports amateurs, malheureusement aujourd'hui, que ce soit le foot, le hand, notamment tous les sports collectifs d'intérieur. Bon, là, on est sur un sport d'extérieur, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est on n'y pense peut-être pas forcément quand on a entendu parler du couvre-feu à 18h, mais oui, c'est une des grosses conséquences, parce que tous les gens qui allaient s'entraîner après le travail, notamment dans des sports collectifs, c'est plus possible aujourd'hui, tout simplement. Donc,
on se dit mais est-ce que ça va être possible à un moment donné? Et puis c'est surtout qu'on n'en voit pas vraiment le bout. Il n'y a toujours pas de date, toujours pas de... Alors ils espèrent une reprise de la compétition le 7 mars, avec des annonces attendues ce mercredi 20 janvier pour notamment le monde du sport amateur et du rugby. Vous êtes pessimiste aussi, comme Clément, Dorian? Oui, parce que quand on parle du 7 mars, ça veut dire on a fait quoi, 2 mois de compétition déjà? C'est-à-dire qu'il faudra caler encore des matchs, c'est-à-dire qu'on va finir la fédérale, enfin les compétitions au mois de septembre. Ou geler les mois. Ou geler, passer directement à des phases finales, mais comment comparer celui-là qui a fait 2-3 matchs? On le voit déjà. Pour faire les classements à la fin de la saison. Les classements, c'est ça, on le voit déjà en Champions Cup dans le professionnel que c'est très compliqué de savoir comment on va faire. Donc là, en fédéral, ce sera pareil. Et puis, est-ce qu'on va déplacer un petit club d'Aquitaine qui va aller jouer en Auvergne ou etc. C'est impossible de niveau, surtout sur le calendrier pour mettre tout ça en place. Alors il y a Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, qui a posté un long texte sur ses réseaux sociaux ce week-end. Il a écrit aux licenciés, en tout cas à tous les amateurs de rugby en France, il a toujours un espoir que cela reprenne. Il ne va pas dire le contraire, le président de la Fédération. Il essaie de peser de tout son poids, mais la crise sanitaire étant ce qu'elle est, ce n'est pas évident non plus pour le monde du rugby. Bernard Laporte qui montre à ses licenciés, qui montre au monde du rugby qu'il est là, il fait un peu de politique sur le coup là, non? Il ne peut pas faire autre chose. En plus, on a une ministre des Sports qui a du mal à défendre les sports, donc il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui s'en chargent, on va dire ça comme ça. Bernard Laporte, il est complètement dans son rôle. Voilà, en plus, pour le coup, c'est un vrai amoureux du jeu et du rugby, donc, et du sport amateur en particulier, et du rugby amateur. C'est quand même, on le rappelle, une grande partie de son élection repose justement sur le rugby amateur. Donc il est juste dans son rôle. Après, il peut essayer de peser tout son poids sur les décisions, notamment sanitaires, ça ne changera pas grand-chose, quoi. C'est surtout ça qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on va. Et puis, il y a une autre donnée, on en parlait tout à l'heure pour le rugby professionnel, c'est la remise en route aussi. C'est pas parce que vous êtes amateur et que vous jouez en Fédéral 3 ou Fédéral 2 que vous allez pouvoir... c'est quand même extrêmement dangereux de refaire un match, par exemple, au bout d'une semaine d'entraînement. Surtout au rugby. Donc voilà, c'est ça aussi. Il faut voir qu'il y aura peut-être besoin de quelques semaines de préparation. En tout cas, on va prendre des risques avec les gens. L'une des mauvaises nouvelles aussi, entre autres, de cet arrêt de saison, en tout cas de cette suspension, on va rester prudent pour l'instant de la saison, c'est la perte du nombre de licenciés, forcément, au rugby, qui a eu du mal ces dernières saisons, qui a fait face à une perte des licenciés, qui là, cette fois-ci, c'est indépendant de sa volonté, mais qui perd des licenciés de plus en plus, forcément, pas possible de s'entraîner ou difficilement. C'est un choc aussi à ce niveau-là, peut-être en profondeur pour le rugby? Ah oui, c'est clairement déjà qu'ils avaient perdu énormément de licenciés. Notamment, on sait que ça, par rapport aux prestations du 15 de France, etc., ça a un peu redoré, donc les gens sont revenus, mais il y a eu les problèmes des vestiaires en début de saison, il y a ce problème maintenant. Il y a aussi un autre problème, c'est quand même la fédération qui a créé une nouvelle compétition, la Nation, où il y a Dax qui joue dedans, qui est arrêté, qui reprend, qui est re-arrêté. Qui a repris le week-end dernier. Qui a repris, et ça c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour cette nouvelle compétition qui a été créée cette année quand même. Non, c'est vrai que pour le coup, on va dire que le rugby n'avait pas besoin de ça. Bon, personne n'avait besoin de ça, évidemment. Non. Mais le rugby était déjà, pas en décrépitude, j'irai pas jusque-là, mais c'était déjà compliqué, avec toute l'image qu'il y a aujourd'hui autour du rugby, de la brutalité, des dangers pour les enfants, toutes ces choses-là. Il y a déjà beaucoup de campagnes de communication là-dessus. Et là, en plus, on leur met le Covid pour tout le monde. Et là, ça devient compliqué, quoi. Au niveau des licenciés, c'est vrai que ça, il va falloir surveiller ça de très près, notamment quand on va reprendre les saisons l'année prochaine. Et puis, il ne faut pas oublier que des licenciés en moins, c'est aussi des licences en moins pour les clubs, donc des finances qui vont plonger dans le rouge aussi. On entend beaucoup parler des clubs professionnels, alors évidemment parce que les chiffres sont énormes, mais il faudra voir aussi à un moment donné, faire l'état des lieux sur les clubs amateurs, combien vont disparaître, combien peuvent rester, qu'est-ce qui touche réellement comme aide, comment ils peuvent s'en sortir. Parce que là, ça va devenir vraiment très très compliqué, quoi. S'il faut aller comme ça jusqu'au mois d'avril, mai... Ce coup, ça a long terme pour le rugby, Dorian? Ah oui, si la situation ne change pas à long terme. Ça peut même impacter peut-être la saison qui arrive, la saison 2021-22 même. Ça peut enchaîner ça. C'est dommage parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, ça aurait pu redorer cette image un petit peu du 15 de France, du rugby français, etc. Il faut espérer malheureusement, que ça reprenne rapidement et que ça soit justement attiré par cette Coupe du Monde 2023 qui est quand même un rendez-vous unique qu'il va y avoir en France. On espère que le Covid ou la Covid sera très loin à ce moment-là et qui va essayer de redorer un peu tout ça. Mais oui, c'est compliqué. Des temps difficiles pour tout le monde, mais pour le rugby en particulier, là, pour le coup. Oui, pour le rugby et pour toute la société, bien évidemment, bien plus importante que le monde du sport. Merci beaucoup, Dorian Malvezin. Merci à vous. Et Clément Carbartier d'être venus sur le plateau du Petit Pilier ce lundi soir pour débriefer, analyser, décortiquer toute l'actu du ballon ovale. On en reparlera bien évidemment lundi prochain. Alors du Covid, on aimerait bien en parler un petit peu moins, mais on parlera du championnat de France de top 14. On le rappelle, il y a des affiches intéressantes ce week-end qui arrivent, notamment Racing UBB.
45 à 10. La Rochelle-Bayonne, et on a retenu votre score derrière Malvezin, 45 à 10 pour le Racing. On en parlera lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Belle soirée à toutes et à tous sur Noah. À lundi prochain. Ciao.